Ils se sont rendus chez Atanganji. Avec Gala. On l'appelle Alain Dexter. Vous connaissez Alain Dexter? Le gars qui est un maigre comme un clou là, à la CRTV. Je vous fais comprendre qu'il avait commencé à travailler avec moi. C'est-à-dire, il n'est pas de ma il est de ma génération. Ce n'est pas qu'il a travaillé la même chose que moi, non. Moi, j'étais au poste national. Mais Alain Dexter traînait à la CRTV. Traînait là, dans les couloirs. Mais comme il savait pédaler contre l'artiste du Makosa, dont je ne sais pas le nom, parce que lui, il m'a rien fait. Voilà comment Alain Dexter va à la CRTV. Et c'est lui qui recrute la plupart des artistes pour le whoobisme. Alain Dexter. D'ailleurs, écoutez même leur nom. Quel est ton vrai nom? Comment tu peux t'appeler Alain Dexter? C'est un nom beau. Une demoiselle. Comme mon ami était parti se prendre dans un appartement avec un artiste, avec qui n'avait pas de talent. Ceux qui avaient du talent, c'était les Jolie Ngom. Oui, les Folies d'Iran, le Billy Show. Là, c'est ma classe. Alain Dexter est l'incarnation de cette jeunesse qui a été corrompue. Et vous savez qu'on doit donner les résultats à 15 heures. D'autres influenceurs sont en bas. Alain Dexter, ils étaient d'ailleurs assis à la salle d'attente d'Atanganji. Je vous rappelle qu'Atanganji, son bureau, c'est au 3e étage. Donc la salle d'attente, quand vous entrez, c'est à droite. Et il y a un salon Bordeaux pour des personnalités, certaines étaient là, que je ne cite pas pour l'instant, qui venaient prendre de l'argent. Parce que c'est Atanganji donne maintenant de l'argent comme ça, liquide. C'est incroyable, il est devenu ministre des Finances. Votre banque, c'est-à-dire que les gens qu'on recrute là pour être des whoobis, les enfants, les jeunes là, les influenceurs que vous voyez là, c'est des réseaux, c'est eux qui vous disent, ne sortez pas, c'est cela, parce qu'on leur a dit de venir décourager les autres jeunes, de venir les détourner, de venir détourner le peuple camerounais pour qu'ils ne soient pas capables de se révolter. Là, ils étaient assis, les chaises là, il y a des accoudoirs noirs. Il y a la télé. C'est pour vous décrire. Alain Dexter, si tu veux discuter, tu étais habillé en chemise blanche, un pantalon noir super sang. Bon, Atanganji, avec le metteur à la main droite, avec un boubou, le genre de boubou. Bruno Bidjan, tu étais aussi presque en boubou avec des trucs bordés ici au niveau des hanches. Tu vois, vous distribuez les bombes de carburant d'1 million et les sommes de 500 000. Les autres petits influenceurs que vous recrutez au quartier, que vous entraînez dans le whoobisme, ils étaient en bas. Ils arrivent, c'est comme ça que vous détournez les enfants de rue. Je n'ai pas envie de vous citer. Vous les petits enfants là. J'ai aussi vu le petit garçon là. Papa, ton papa joie. Je n'ai pas d'apprendre. Hein. Parce que j'avais appris certains jeunes là, mais vous êtes des innocents. Je vous dis, sortez vite de ça. Si vous voulez continuer, c'est là que vous verrez le père que je suis. Je vais vous étaler. Mais parce que je suis un père. Et je demande à vos parents, à vos grands frères, de vous retirer de là. Parce que vous ne savez pas là où vous êtes. Vous étiez en bas. Les autres, je ne vais pas citer beaucoup de noms là. Parce que ceux qui se reconnaissent, ils le sauront. C'est d'ailleurs toi, Alain Dexter, qui sera le premier à dire que Tablan Lidi a aussi pris sa part. Vous étiez en train de regarder. C'est à 11 h vous vous rendez compte, la Cour constitutionnelle doit donner les résultats à 15 h. Et d'ailleurs, ce n'est pas 15 h qu'on a donné. On a donné peut-être vers 15 h 30. À 11 h, ces gens-là dansaient déjà. Quand Atanganji a dit, Paul Biya a déjà gagné son élection. À 11 h. Donc vous vous rendez compte que tout ce que les gars venaient faire. Donc les petits enfants, les jeunes là, au lieu de pleurer, ils dansaient sur leur avenir, qui est détruit. Parce qu'ils reçoivent les bombes de carburant d'1 million qu'ils vont changer dans les stations. Comme ça, ils récupèrent peut-être 800 000, plus 500 000. Et puis, regardez comment sont les Yaoundé derrière. Regardez, les couches sont finies à Yaoundé. Vous les commandez déjà à Douala. C'est comment? C'est comment? Alain Dexter, tu es là, tu avais le Kwachokon, le Beli, comment tu es? Les mandibules sont comme ça. C'est comment tu manges? Comment tu es comme ça, gars? Et je fais là, il va aussi parler comme un blanc. Nous qui sommes ici chez les blancs, on parle comme des noirs. Toi, tu es là-bas au pays, les noirs, tu veux faire comme le blanc. Tu fais le Ndiangsa, et c'est moi qu'on est sûr que tu fais le Ndiangsa. Le Ndiangsa, moi, je trouve ça où? C'est toi qui fais le Ndiangsa, non? Celui qui a les boules de couscous là, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Voilà les gens que je peux vous décrire, chacun, ce qu'il a fait, là où il était, positionné. Et leur mission, c'est de bloquer nos comptes, c'est de désactiver nos comptes. C'est que vous voyez là, sachez que c'est eux qui sont là. Dit, pour montrer que c'est lui qui commande. Il prend les metteurs, et il appelle le sous-préfet de Yaoundé 5e. Et il dit, je dis, hein, tu sais que je connais tout ce qui se passe.
Moi, je surveille à partir des bases. Et il dit devant tous les autres hein, qu'il est plus dans la sécurité que tous les commissaires, les commandants, les ceci et cela. Et il dit, si les gens tentent de sortir, si je vais entendre seulement qu'il y a une manifestation, tu vas voir, c'est que tu vas me porter sur ton dos. Il a les metteurs comme s'il était commissaire à Tanganji. Les Camerounais, quand vous entendez ça, non pas d'électricité, non pas d'hôpitaux, non pas de route. Mais ces gens viennent vous dire, ils produisent des trucs avec l'intelligence artificielle. Ils vous disent que pensez à vos familles. Si vous sortez, ne sortez jamais. Parce que les gens qui vous envoient en route, et ils sont au chaud là-bas avec leurs familles et ceci et cela. Mais ils vous disent ça. Et ils touchent de l'argent. Vous n'avez rien. Ils vous disent que nous, on est au chaud. Oui, parce que nous avons vu ce pays-là. Vous n'avez pas vu les Ivoiriens quitter la France pour aller marcher, quitter la Grèce, pour aller marcher en Côte d'Ivoire. Aucun influenceur ivoirien ne peut demander au peuple de ne pas aller marcher, puisque marcher est un droit constitutionnel. Regardez à quoi servent nos influenceurs. Les petits enfants en Côte d'Ivoire, ou même au Sénégal, ils envoient des messages. Écoutez un peu. Ce que les influenceurs ivoiriens, les petits enfants à l'école primaire, CM2, ils envoient des vrais messages. C'est pas les gens là, avec les 3 millions du peuple. C'est-à-dire que les enfants du CM2 connaissent déjà leur avenir, sont inquiets de leur avenir, délivrent des messages aux hommes politiques. Mais nos influenceurs disent que si vous partez marcher, c'est vous qui aurez des problèmes. Après, Ngongo Valérie vient lui aussi là avec son ancien maillot de Mokolo. Puisque quand toi, fait quand même qu'il soit un peu connu, il a acheté 2 habits là, avec une paire de chaussures qui est déjà inclinée d'un côté. Et bon, il a quand même eu à mettre la colle. Maintenant, lui aussi, il a un peu d'argent. Il commence à parler. Au lieu de dire au gouvernement que non, ils reçoivent de l'argent. Rien que pour eux et rien pour les autres. Ils disent qu'ils sont influenceurs. Nos influenceurs, c'est comme les brins d'Abia. Oh yes, voilà, je vous présente. Vous savez, avec j'ai déjà une nouvelle copine. Oh là là, j'ai trouvé un mec. Là, pourquoi vous chantez moi? Parce que vraiment, j'ai trouvé un taureau qui m'a fait la fille du chef d'État. Voilà notre qualité d'influenceur. Tout ce que nous avons comme influenceurs, ce n'est que les affaires de la vente. Mais aujourd'hui, on a plutôt des complices d'État qu'on appelle des blogueurs d'État. Ceux qui sont là, comme j'ai dit, les Steve Fa et consorts, ne sont là que pour plutôt faire taire toutes les contestations. Pour le parce que c'est eux, à eux, que les grandes entreprises donnent aussi des publicités. C'est eux qui vous ramènent pour les sponsors des soi-disant spectacles. C'est eux qui vous permettent d'être ce qu'on appelle ambassadeur. Et dès que vous êtes déjà ambassadeur, en fait, cela veut dire que vous êtes déjà recto verso. Parce que là-bas, on ne prend pas par rapport à la compétence, mais par rapport au jonglage de la marche arrière. Les blogueurs du Cameroun ne sont donc pas utiles pour la société. Ils détruisent notre société. Le blogueur du Bruno Bidjan est devenu blogueur d'État. Il fait déjà, lui, sa part de reportage. Yabga, l'homme loin de là-bas, n'avait jamais imaginé qu'il allait subitement se retrouver sur le devant de la Starmania, même si le dernier passage sur STV a été muselé, interrompu, parce que lui-même devient incontrôlable. C'est aussi ça. Lorsqu'on joue avec la mafia, c'est la loi de l'omerta. On ne parle pas. Mais Yabga a cru qu'il était déjà libre et qu'il pouvait raconter tout ce qu'il voulait. Yabga n'a été utilisé que comme un jouet. Dans cette transaction, Yabga parle d'un avocat. Un avocat qui lui a apporté de l'argent frais. Qui a fait toute la transaction. Qui lui a dit, donne-moi seulement un seul mot. Et je t'apporte le magot. Et Yabga n'attendait que ça. Pour dire, et voilà, et là-bas, et tu vois, Yanga. Et qui était donc cet avocat? On a cherché. Et on a retrouvé cet avocat. Ce n'est pas un avocat mûr. C'est plutôt un avocat qui sort des milieux de pourriture. Ou plutôt, un faux avocat. Puisque celui-là, c'est Hervé Nkong. En France, il était connu, enfin, quand il est arrivé au Cameroun, il s'est présenté comme un banquier. Mais en réalité, c'était beaucoup plus dans des restaurants africains qu'on le voyait danser, et puis sortir le cigare, accompagné de beaucoup d'hommes. On a des gens qui salissent l'ethnie Bassa. De telle sorte que les gens croient que tous les Bassa sont devenus des traîtres. Parce qu'ils n'ont pas de personnalité, ils n'ont pas de respectabilité. Oui. Ancien banquier, dans la maison de son père. Oui. Nous sommes là, les hommes là, lui partaient chez nous, bien les tombes, tout. Il disait que, oh yo, j'ai pour les mines, on ne sait. Il a quoi, il a laissé les chaussures. Mais tout au moins, un homme ne peut pas me dépasser moindre non. Et c'est vrai. Mais cependant, ce qui vient de se passer, par rapport à la mascarade là, et tout ce que vous avez vu, je vous avais déjà dit que
avait envoyé Cabral Libye aux États-Unis? Qui avait financé? Vous avez dit que c'était Franck Biya, non? Là, maintenant, le deal, c'est avec qui? C'est avec Ngongo. C'est pour ça que vous n'allez pas le voir dans les affaires de coalition. Non, non, il va saboter toutes les coalitions. Dès qu'on parle de coalition, il dit, oh, faisons les primaires, après faisons les secondaires, après faisons les tertiaires, après... Tu dis, mais tu veux finalement quoi? Et dès qu'on se... Il fuit. Il est allé sur l'invitation de Ngongo. Le monsieur qu'on surnomme Kouanyela. Il est allé négocier déjà des postes ministériels. Dans le nouveau gouvernement, vous allez donc le voir. Il ne sera pas dans un simple ministère. Sauf peut-être s'ils vont changer. Il sera ministre conseiller à la présidence de la République. Donc, il va travailler dans le cabinet de Ngongo. Parce que Ngongo lui-même ne va pas longtemps rester là. Je vais vous expliquer ça après. Parce qu'après l'élection, il y aura des choses très graves. Nous sommes dans un coup d'État. Et Cabral est au courant. Mais il ne dénonce pas. Il sait ce qui va se passer. Il est au courant. Mais il se glisse là-bas dedans. Il ne faut pas qu'on continue à tromper des gens que, oh, je suis jeune, je suis ceci, je suis cela. Tous les autres, c'était jeune. Même Julien était très jeune. Lui-même, il nous avait déjà parlé que, oh, l'argent a fait ceci, avait fait cela, et tout. Mais surtout, son ami, Atanganji, n'a pas manqué de nous faire une révélation. Elle n'est pas simple. Que c'est lui qui avait blanchi Cabral Libye. Avec qui? Avec Robert Kona. Ouais, comment un trio en train de vouloir nous jouer. Avec Robert Kona. Et après, on est là, oh, il y a des problèmes entre nous. On m'a dit de catch. Cabral Libye, c'est l'opion. Est-ce qu'il faudrait s'opposer? Je vous jure, vous ne verrez ni Cabral, ni Joshua, ni Bongongo. Joshua, lui, comme c'est un homme d'affaires, lui va continuer avec ses affaires. Il va pas entrer dans le gouvernement, Joshua. Lui va continuer avec ses affaires. Voilà les deals qui ont déjà été faits. Avec de l'argent, avec ceci et de Cabral Libye lui-même. Il vous avait parlé des deals qu'il avait fait, on poursuivait, ou tantôt avec 200 millions, ou 300 millions, il avait fui jusqu'à aller aux États-Unis, où il était parti. Hey! Qui lui avait proposé ça? Et vous savez très bien que, si on tente de vous corrompre, vous êtes dans le droit, bien évidemment, de dénoncer. Mais on n'a jamais su qui a proposé ces centaines de millions à Cabral Libye. Pourquoi protège-t-il un faussaire alors qu'il est opposant? Comment protège-t-il des deals qu'il a refusés selon ce qu'il raconte? Pourquoi? C'est comme si vous ne dénoncez pas un bandit. L'exclusion de Maurice Kamto n'a pas fait que des victimes. Outre le Cameroun en quête de sa libération du joug d'un maître qui n'envisage ni n'accepte qu'on sorte de son giron, elle a fait de manière éclatante des heureux au rang desquels ceux de l'opposition hypocrite, infiltrés, patentés, qui ne voyaient pas dans mon œil la montée en flèche sans cesse grandissante du charisme de celui qui n'est pas sans rappeler Prométhée enchaîné. C'était sans compter avec un homme devenu le premier d'entre tous par la seule force du décret et mu par le seul désir de demeurer de gouvernance. Aujourd'hui, on en est arrivé à subir la surexploitation des très hautes instructions. Toute chose qui explique à suffire que le pouvoir est entre les mains d'une bande où on ne l'aime pas. Maurice Kamto s'est imposé à toutes les consciences, les bonnes comme les mauvaises. Et pour ceux qui doutaient encore de la qualité de son leadership, ils ont pu observer combien il était maître du jeu au cours des 7 dernières années, fixant le cap, instaurant les débats, suivant une stratégie bien pensée, qui a eu l'heure de convoquer la clarification. Il a tout subi. Les haineux, les tribalistes, les juristes du quartier, les seconds couteaux et les apparatchiks du parti au pouvoir, les opposants ambulants et de manière indirecte quelques chefs traditionnels bien ciblés. En un comme en mille, on le du 12 octobre prochain, la fébrilité était mise dans les rangs du grand parti. Nul ne savait pas quel bout le digne fils de Baram allait s'y prendre, après qu'il les ait tous épuisés autour de la nullité du mandat impératif dans lequel il les a savamment enfermés. Il rebondit dans un parti avec lequel on l'aurait le moins attendu, l'Omanidem d'Anissé Kane. Panique en la demeure. Et il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Voici venu le temps de la clarification. Dans la précipitation, tout y passe. Un candidat banni du Manidem est exhumé. Un ministre fait pirater notamment le site internet de son ministère. Un conseil électoral qui ne sait plus à quel sens se vouer refile la patate chaude au conseil constitutionnel. Et c'est à ce niveau que tout est mis en œuvre pour écarter définitivement le danger qu'en tant que, quelle que soit la candidature, fût-elle d'une union de l'opposition enfin retrouvée qui arriverait en pole position, le régime fort de sa pratique constante et de ses outils institutionnels inversera les résultats pour déclarer son champion vainqueur et tourner en dérision une opposition qui ne se serait concrétisée que sur le tard. Le régime a constamment procédé de la sorte. Pourquoi changerait-il subitement de logiciel par un effet magique? En attirant l'attention des uns et des autres sur le projet d'escroquerie en cours, qui tendrait à organiser une succession d'écrits dynastique ou planique, et qu'il faut stopper net, c'est le lieu d'exposer avec force et manipulation des lois pour créer un poste de vice-président, voie royale pour le gré à gré, ou encore l'application de l'article 128 du Code électoral, si généreusement rappelé à nos mémoires. Comme quoi, on n'est pas si serein. Une quelconque consigne de vote a recherché un candidat consensuel qui sera forcément déclaré perdant en vote de cause. Et son Paul y aller tout seul. Arrivé au pouvoir par un décret, il entend le transmettre par le même canal. Ceux qui l'accompagneront dans ce projet s'exposent aux sanctions de l'histoire, tôt ou tard.
aller à une consultation majeure dans ces conditions sans avoir soldé les comptes des années de braise, sans avoir pensé les plaies béantes, sans exprimer la volonté de trouver solution aux multiples crises et frustrations, et en un mot, sans consensus autour de la construction d'une nation et d'un état de droit, cela expose le Cameroun à une véritable déflagration dont il mettrait du temps à se relever. Il est temps que la parole devienne au peuple souverain. Et il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Quand on défie. Et cet article vient à dessein. C'est-à-dire qu'on peut remplacer un candidat. Ce n'est donc pas hasard que le tam-tam, dirigé par Lengongo, Chantal Biya et autres, commence déjà à nous lancer exactement comme ils avaient fait avec la disqualification de Maurice Kamto, un ballon d'essai, pour voir la réaction du peuple. Que prépare-t-il? Bien évidemment, certains ont vu que ça pouvait concerner l'opposition. On a évoqué peut-être la double nationalité d'un candidat en soupçonnant peut-être Issa Chiroma. C'est vrai que je n'y prête pas beaucoup attention à ce cas d'espèce. Parce que Issa Chiroma, selon certaines informations, son épouse serait camerouno-allemande. Et comme il n'y a pas de double nationalité, certainement, elle est donc allemande. Bon. Issa Chiroma a-t-il vu la deuxième nationalité? A-t-il une deuxième nationalité pour être disqualifié? Peut-être qu'il est visé. Mais il n'y a pas que lui. Parce que s'il faut parler de double nationalité, il y a lui-même, il en a déjà des triples comme ça. Beaucoup de ses ministres. Et j'en ai dit au moment où tous, presque à 90%. Mais l'article est évoqué concerne surtout un candidat qui peut être déclaré forfait, soit déçu de maladie, déçu d'incapacité, ou même déçu de décès. Et dans ce cas, il peut être remplacé. C'est un avertissement qui est important. Et d'ailleurs, j'ai vu un article assez bien détaillé de maître Christian Timan, qui a essayé d'analyser et surtout de remettre à jour cet article. Il faut bien savoir qu'après le contentieux des candidatures qui vient de s'achever au Conseil constitutionnel, la liste des candidats qui devront participer à l'élection du 12 octobre 2025 devra être publiée définitivement par le Conseil électoral. Il peut donc se trouver qu'à l'issue, un des candidats retenus tombe sous le coup d'inéligibilité ou que son inéligibilité est découverte. Donc, pendant ce temps-là, Elecam n'a rien découvert, le Conseil national n'a rien découvert, et puis, subitement, là, on va découvrir quelque chose. Au Cameroun, là, dans ce cas, il doit être remplacé dans les 3 jours de la publication de la liste définitive des candidats par Elecam. C'est l'hypothèse, par exemple, de la perte de la nationalité camerounaise pour cause de double nationalité, découverte après la publication définitive de la liste par Elecam. Mais si le parti ayant investi ce candidat, devenu inéligible, devra proposer un autre candidat dans les 3 jours suivant la publication de la liste définitive des candidats par Elecam. À se demander, quel est le candidat visé par cette curieuse publication de la CRTV de ce matin? Le régime conseil très policier aurait-il des preuves où les candidats ayant une double nationalité, comme on voudrait éviter, ou encore même par extraordinaire, le candidat naturel Paul Biya, pourrait-il être déclaré inéligible pour X ou Y raison? Afin de permettre une autre candidature dans le cadre des PC pour les suppléer, il faut bien savoir que la décision du professeur Maurice Kamto de soutenir ou les cheminer avec un candidat retenu sera déterminante pour la mise en branle de l'article 128 du Code électoral. À cet effet, on se pose ces questions. 1. N'y a-t-il pas de candidat, par exemple, ressortissant du Grand Nord et qui pourrait faire alliance avec Maurice Kamto et ayant des doubles nationalités que le pouvoir sait depuis des années? 2. Pour bien voyant les risques de l'échec électoral, acceptera-t-il, par exemple, de s'écarter pour favoriser notre candidature du Grand Nord au sein de son parti, comme celle du Lamido, de Toliré, et ainsi éviter la victoire à l'opposition? 3. Ou tout simplement, passera-t-il le flambeau à son fils Franck ou à un de ses poulains, Ngongo, Babouki, ou un autre bien gardé au frein, en leur évitant le passage compliqué par un congrès du KDPC qui les aurait obligés d'être préalablement investis président national? Mais tout simplement, là, n'y changeront rien. Le 3e président de la République de notre pays sera un enfant de Dieu. Signé Christian Timan, président exécutif du parti Héritage. Mesdames et messieurs, dans la lettre de Maître Yondokak, il vous a parlé d'un GRB. Cette GRB avait été proposée par Paul Biya à Macron. Et Macron, la France avait vu que Franck Biya ne remplissait pas les conditions. Il n'avait pas été préparé. Et au-delà de ça, au niveau des États-Unis, son dossier était sale par rapport aux espoirs et de cette transmission du pouvoir, exactement comme avec Omar Bongo. Voilà comment est-ce qu'un Bongo devient président. Ça lui permet, parce que là, nous sommes à la veille d'une élection. Regardez ce qui est en train de se passer. Ngongo, il reçoit le secrétaire général du KDPC. Mais lui-même n'est pas membre du KDPC. Donc, normalement, c'est un côté qui doit tout diriger.
C'est lui qui doit faire tout ceci et cela. Ngongo remet la candidature en Bondago. Ils font ceci, ils prennent seulement l'hôtel, ils partent, ils vont déposer. Mais derrière, lorsqu'ils ont déjà fait ça, parce que c'est passe par le RDPC, Ngongo c'est-à-dire que des gens comme les René Sadi ne peuvent jamais accepter qu'il soit le candidat du RDPC. Et il risque de rencontrer la colère du Grand Nord. Donc il ne peut pas affronter le peuple camerounais à une élection. Pour l'instant, on utilise le nom de Paul Biya. C'est un coup d'État. C'est grave ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, Ben Mobo, qu'on présente souvent comme un ami de Ngongo, a fait une sortie. Deux sorties même. La première sortie, il a demandé qu'on signe une pétition. Ça ne rigole pas. Je vous demanderai de signer cette pétition qui doit être envoyée à Donald Trump. Pour qu'il agisse et pour qu'il mette déjà les Ngongo et 45 autres personnalités sous sanction économique. Dès que cette pétition est signée, parce que, au Cameroun, la Constitution n'autorise pas un président de céder ses pouvoirs à longue durée. Depuis 2019, Ngongo dirige le Cameroun sur haute instruction alors qu'il n'a jamais été élu.